Le 30 avril 1945, alors que les Alliés se rapprochèrent de Berlin, Hitler a choisi de mettre fin à sa vie plutôt que d'affronter la capture en ingérant une dose mortelle de cyanure puis en se tirant une balle. Une semaine plus tard, le 8 mai, le haut commandement allemand s'est rendu sans condition aux Alliés et la Seconde Guerre mondiale a pris fin en Europe. Mais l'autre guerre, celle qui faisait rage d'est en ouest à travers une vaste étendue de l'océan Pacifique, a continué. Des mois après la reddition de l'Allemagne, des membres des 1e, 2e, 3e, 5e et 6e divisions américaines, les divisions du corps des Marines, ont continué à se battre sauvagement, d'île en île, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement Iwo Jima et Okinawa, où ils ont fait face à certaines des résistances les plus violentes de toute la campagne du Pacifique. Les défenseurs japonais avaient creusé un réseau de fortifications souterraines avec l'intention de transformer la petite île en un piège mortel et ont dû être délogés, homme par homme, du terrain volcanique de l'île. Sur Iwo Jima seulement, les forces d'atterrissage américaines ont perdu 6820 et un homme avec 19 217 autres blessés au combat. Sur Okinawa, les fortes pluies et le terrain accidenté rendaient le mouvement aisé impossible, tandis que l'île était couverte d'une position défensive naturelle. La violente bataille terrestre, maritime et aérienne a fait rage pendant près de 3 mois, et sur les quelques 60 000 soldats et marines qui ont débarqué, 12 000 ont été tués au combat. On estime que 90 000 combattants japonais et 150 000 civils okinawanais sont également morts pendant les combats. Mais même après avoir perdu bien plus de 100 000 soldats eux-mêmes lors des batailles combinées pour Iwo Jima et Okinawa, le Japon n'a montré aucun signe de reddition. Apparemment, ils avaient pleinement l'intention de s'en tenir à leur stratégie globale d'attrition et d'endurance. S'ils pouvaient suffisamment affaiblir les États-Unis, croyaient-ils, en continuant à lancer vague après vague de soldats réquisitionnés contre eux, les dirigeants à Washington n'auraient d'autre choix que de concéder le théâtre du Pacifique à l'empereur et de rentrer chez eux. Mais nous savons tous que ce n'est pas ce qui s'est passé. À ce stade, cela faisait presque 4 ans que Pearl Harbor avait été attaqué, et il semblait certain que les responsables japonais, ainsi que l'empereur Hirohito lui-même, sous-estimaient le désir et la détermination ressentis non seulement par le président Harry S. Truman et le peuple américain, mais aussi une grande partie du reste du monde pour mettre fin à cette guerre. Il est important de souligner ici également que Truman n'était président que depuis le 12 avril 1945, passant de son poste de vice-président après la mort prématurée de l'ancien président Franklin D. Roosevelt. Un mois après le début de la présidence de Truman, beaucoup s'est passé. Hitler était mort, le nazisme était terminé, l'Europe était libre. Même l'Union soviétique avait lancé une offensive massive contre les positions japonaises en Mandchourie, en Corée du Nord et dans les îles Kouril. Et maintenant, après avoir arraché Guadalcanal, Tarawa, Makin, Saipan, Guam et Peleliu des mains des Japonais, les Marines avaient finalement atteint les îles les plus proches du continent japonais, ce qui signifiait que si le président Truman voulait envahir le Japon continental, il était certainement maintenant en position de le faire. Mais les choses se passaient plutôt bien pour le nouveau commandant en chef. On pourrait donc supposer qu'il avait un fort intérêt personnel à maintenir sa série de victoires. Et il n'y avait certainement aucune garantie qu'une invasion terrestre à grande échelle du Japon serait du tout réussie. Au minimum, des millions de vies seraient perdues, c'est ce que lui disaient ses conseillers. Ce qui était absolument clair pour la plupart du monde à ce stade, c'est que l'avancée japonaise avait été repoussée, les Alliés avaient pris l'avantage, et il était temps pour le Japon de se rendre. Mais nous savons maintenant que cela ne s'est pas produit non plus. Pas immédiatement, en tout cas. Non. Ce n'est qu'en septembre 1945, après que les États-Unis ont largué non pas une, mais 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, que le Japon a accepté de se rendre sans condition, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle des bombardements, une fois répandue, a plongé une grande partie du monde dans une stupeur, une horreur et une incrédulité collective. Et on peut arguer que l'utilisation de ces nouvelles armes a changé à jamais la notion de guerre mondiale. Même les personnes largement responsables de l'invention de la bombe atomique se sont interrogées sur la moralité de ce qu'elles avaient fait. En réalité, le physicien principal du projet, le notoire J. Robert Oppenheimer, est tombé dans une profonde dépression après avoir appris la dévastation qui avait résulté des bombardements. « Je sens que j'ai du sang sur les mains », il aurait dit au président Truman. De plus, suite aux bombardements et à l'établissement des États-Unis comme première puissance nucléaire, de nombreuses questions nécessitèrent des réponses. Pourquoi la capitale du Japon, Tokyo, n'a-t-elle pas été sélectionnée comme cible?
Pourquoi Tokyo a-t-elle été épargnée alors que Hiroshima et Nagasaki ont été en grande partie anéantis? La réponse courte est, ce n'était pas le cas. En fait, Tokyo, avec 68 autres villes japonaises, a peut-être subi un sort encore pire. Un sort plus terrible qu'une frappe nucléaire. Vous vous posez peut-être cette question avec un peu d'incrédulité. Eh bien, cela dépend de la façon dont vous le voyez. Essentiellement, cela dépend de la manière dont on choisit de mesurer objectivement les horreurs de la guerre, si une telle chose est même possible. Nous devrions poser cette question. Est-ce qu'une bombe tuant 100 000 personnes en quelques secondes est pire que des milliers de bombes tuant peut-être encore plus de personnes sur une période de plusieurs mois? Est-ce que mourir après coup d'un empoisonnement par radiation est pire que de mourir des jours ou des semaines plus tard de brûlures graves, d'exposition ou de famine? Le poids d'une tragédie est souvent déterminé par la façon dont elle est rappelée. Mais ce n'est certainement pas une mesure infaillible non plus. Après la guerre, le monde s'est empressé de célébrer ou de diaboliser l'utilisation de la bombe atomique par l'Amérique. Et ce faisant, nous avons complètement ignoré ce qui était en réalité la campagne de bombardement la plus meurtrière de l'histoire de la guerre aérienne. Pourquoi Tokyo n'a pas été bombardée, vous demandez? Eh bien, parce qu'à l'été 1945, Tokyo n'existait pratiquement pas du tout. Mais pour comprendre correctement la dévastation totale de Tokyo, il est important de prendre du recul et d'examiner quelques autres informations importantes. Tout d'abord, il sera plus facile pour nous de comprendre la situation globale si nous comprenons quel type d'arme a été utilisé sur la capitale du Japon. Ensuite, nous devrions également jeter un coup d'œil à l'homme dont c'était l'idée de l'utiliser si librement. L'arme dont nous parlons, que les bombardiers américains ont déversée sur Tokyo ainsi que sur 68 autres villes japonaises, est le napalm. Une substance collante semblable à un gel à base d'essence. Lorsque le napalm est pulvérisé à partir, disons, d'un lance-flamme, il adhère à tout ce sur quoi il atterrit, créant des feux presque impossibles à éteindre. Et lorsqu'il est largué à partir, disons, d'un avion, il éclate généralement en d'énormes incendies hors de contrôle qui peuvent être particulièrement efficaces pour détruire des structures en bois, ce qui constituait principalement Tokyo en 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la bombe atomique était encore en cours de développement, le besoin s'est fait sentir d'une arme incendiaire plus efficace à utiliser pour les missions de bombardement aérien. Donc, les scientifiques aux États-Unis ont été chargés de développer une substance capable de créer des feux intenses, capable de détruire une gamme de cibles ennemies. Ils ont commencé à expérimenter diverses combinaisons de produits chimiques, et un chimiste organique de Harvard nommé Julius Fieser a finalement trouvé une combinaison d'acide naphthénique et d'acide palmitique qui a abouti à ce qui était essentiellement un agent épaississant pour l'essence. Et c'est ainsi que le monde a obtenu le napalm. Malgré son utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, cependant, la controverse entourant son utilisation au combat n'attirerait l'attention du grand public de manière significative qu'au cours de la guerre du Vietnam, principalement en raison d'une couverture télévisée constante. L'indignation provoquée par la guerre au Vietnam, y compris l'utilisation du napalm, s'est répandue à travers le monde. Et en conséquence, un certain nombre d'accords internationaux ont été mis en place pour restreindre son utilisation, en particulier dans les zones peuplées de civils. La dernière utilisation de napalm en combat remonte à la guerre du Golfe. Les bombes utilisées par les États-Unis à cette époque, bien qu'appelées napalm, contenaient en fait une version améliorée de la substance originale. Néanmoins, le napalm et d'autres armes incendiaires similaires continuent de faire l'objet de nombreux débats et examens internationaux. Un autre élément contribuant à cette controverse est que la manière la plus efficace de déployer le napalm a toujours été par des techniques de bombardement aérien non précises, ce qui est en soi très controversé. Malgré la dépendance accrue de nombreuses armées modernes envers le bombardement aérien, l'utilisation de cette tactique n'a jamais été simple. En fait, des questions générales concernant la nécessité et la moralité des bombardements aériens à grande échelle ont été posées continuellement depuis leur toute première utilisation en 1937 pendant la guerre civile espagnole. Guernica, en Espagne, a été la première ville à se réveiller sous un déluge de bombes tombant du ciel, un acte perpétré par la Luftwaffe allemande et la Royal Air Force italienne qui deviendra un symbole de la cruauté qui pesait lourdement sur le conflit largement politique. Comme l'histoire est généralement racontée, le jour du bombardement était un événement bien connu où les agriculteurs de la région environnante venaient en ville pour vendre leurs produits. Ce jour-là, la Luftwaffe savait que la ville serait particulièrement bondée de vendeurs, d'acheteurs, d'animaux et de résidents curieux de Guernica. Certains historiens croient, mais cela n'a pas été définitivement prouvé, que les Allemands ont délibérément ciblé la ville ce jour-là afin de causer un maximum de victimes.
Pendant de nombreuses années, le nombre de morts signalés avait dépassé 1700, mais ces chiffres ont plus tard été révélés comme ayant été généreusement exagérés par le gouvernement à Madrid. La plupart des historiens s'accordent maintenant à dire que le nombre de morts était d'environ 200, un événement horrifique. Peu importe comment on le regarde, surtout étant donné que très peu des victimes étaient militaires et que beaucoup de ceux qui ont été tués avaient de quitter la sécurité des abris anti-aériens entre les vagues d'attaques, croyant à tort que les bombardements avaient pris fin. Cependant, le bombardement de Guernica ne se distingue pas seul comme un acte de guerre controversé qui a été presque totalement éclipsé par l'utilisation de la bombe atomique. Environ un mois avant le bombardement incendiaire de Tokyo, la ville de Dresde, en Allemagne, a également été bombardée sans pitié et largement incendiée. Eh bien, cette attaque, menée par les forces alliées britanniques et américaines, s'est déroulée sous forme d'une série de raids destinés à perturber les lignes de transport et de communication allemandes, ainsi qu'à abaisser le moral de la population allemande. Et cela semblait accomplir cela, et même plus. Pendant près de 2 jours au milieu de février, 1945 800 bombardiers ont largué environ 2700 tonnes d'explosifs et de bombes incendiaires sur Dresde. On estime que 25 000 personnes ont été tuées, principalement des civils, et presque toute la ville a été soit détruite, soit incendiée. Cette atrocité de guerre moins connue n'a attiré l'attention de nombreuses personnes, surtout en Amérique, que lorsque le célèbre romancier américain Kurt Vonnegut a écrit sur le bombardement dans son roman de 1969 Abattoir 5, qui était en partie basé sur ses propres expériences en tant que prisonnier de guerre à cette époque. Vonnegut, un soldat américain, a été capturé par les Allemands lors de la célèbre bataille des Ardennes et était détenu à Dresde lorsque la ville a été bombardée. En tant que prisonnier de guerre après le bombardement, Vonnegut a été assigné à une équipe de nettoyage chargée de déblayer les abris anti-bombes et sous-sols ensevelis. On peut imaginer le jeune futur auteur finalement entrer dans l'un de ces abris pour trouver tout le monde à l'intérieur encore assis sur des chaises ou le long des murs, tous morts par manque d'oxygène précieux qui avait instantanément été consommé par l'incendie environnant. Les informés du bombardement, surtout les Allemands, étaient indignés. Parce que Dresde était considéré comme ayant une importance militaire limitée et pourtant a été presque entièrement rasé, le bombardement lui-même est resté un événement hautement controversé. Tandis que Abattoir 5, un mélange unique de science-fiction, d'autobiographie et de sentiments anti-guerre, est resté un classique intemporel du roman anti-guerre dans lequel Vonnegut utilise ses propres expériences traumatisantes pour éliminer les horreurs de la guerre. Le bombardement de Dresde visait à terroriser la population civile allemande et à encourager leur reddition, un présage sinistre des tactiques ainsi que des horreurs de la campagne de bombardements incendiaires qui ravagerait plus tard le Japon. Pour le haut commandement allemand, cependant, la mort de 25 000 soldats civils et réfugiés, ainsi que la destruction quasi totale de ce qui était alors considéré comme le cœur culturel et artistique de l'Allemagne, n'était toujours pas suffisante pour les convaincre de jeter l'éponge. Pas avant 3 mois de plus, en tout cas. D'accord, et qu'en est-il de 100 000 personnes? Apparemment pas. Car, comme le monde allait bientôt le découvrir, même l'incinération de la moitié de Tokyo ne suffirait pas à convaincre les dirigeants du Japon de capituler. Pas le moins du monde. Attendez une minute. Comment 100 000 personnes peuvent-elles être tuées et des centaines de milliers d'autres blessées lors d'un seul bombardement? Comment 24 km² ou 15 miles² pour les Américains, de l'une des zones urbaines les plus densément peuplées du monde, une zone à peu près de la moitié de la taille de Manhattan, peuvent-ils être presque entièrement brûlés? Voici comment. Dans la nuit du 9 mars 1945 de 1h30 à 03h00 5 mois avant que les bombes atomiques ne soient larguées sur Hiroshima et Nagasaki, un essaim d'environ 334 bombardiers lourds B-29 a décollé de nouvelles bases aériennes établies dans les îles Mariannes en direction de Tokyo. Et en l'espace de quelques heures seulement, ils ont largué 1667 tonnes de bombes incendiaires remplies de napalm sur la capitale japonaise. Sous le couvert de l'obscurité, environ 500 000 petites bombes incendiaires M69 se sont abattues sur la ville endormie. Imaginez chaque grappe de petites bombes se dispersant lors de sa descente d'environ 5397,5 mètres chacune, projetant un liquide enflammé dans toutes les directions à l'impact. Ces raids nocturnes à basse altitude marquaient un changement significatif dans la stratégie utilisée par les États-Unis, groupe de bombardiers de l'armée de l'air. Ils avaient cessé de compter sur les forteresses volantes B-17, et le flambeau avait été passé au nouveau B-29 Super Fortress de pointe, à longue portée, dont il y avait des centaines, prêtes à partir,
attendant dans les bases aériennes américaines sur les îles nouvellement acquises de Saipan et Tinian. Et qui, vous pourriez vous demander, était derrière ce changement diabolique de tactique? Rencontrer Curtis Emerson LeMay, un général de l'Air Force aux États-Unis dont les nombreux surnoms comprenaient Old Iron Pants, The Demon et peut-être le plus approprié, Bombs Away LeMay. LeMay a rejoint le précurseur de l'États-Unis Air Force, le corps aérien de l'armée des États-Unis, en 1929. Et au moment où le Japon a attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, LeMay avait atteint le grade de major. En août 1944, il supervisait toutes les opérations de bombardement stratégique dans le théâtre du Pacifique. Au moment de sa promotion, LeMay avait déjà plusieurs préoccupations tactiques et opérationnelles concernant le bombardement aérien conventionnel. À commencer par le fait troublant que l'armada de B-29 volant depuis la Chine ne touchait ses cibles prévues que 5% du temps. Il est certainement possible que les bombardiers volaient trop haut et trop vite pour être constamment précis. La combinaison de problèmes mécaniques continus avec le B-29, combiné aux capacités de défense aérienne diurne du Japon, avait abouti à un nombre inacceptable d'avions perdus. LeMay a rapidement acquis une réputation d'être un peu un stratège du type bombarde d'abord, pose des questions plus tard, et pendant sa carrière ultérieure, il a orchestré des frappes aériennes contre la Corée du Nord et le Vietnam et faisait partie d'un comité consultatif. Cela incluait également le président du chef d'état-major conjoint et le directeur de l'Agence centrale de renseignement, qui ont présenté le président John F. Kennedy avec des plans pour une frappe nucléaire préventive contre la Russie pendant la crise des missiles cubains en octobre 1962. Donc, si la mission était de bombarder un pays jusqu'à sa soumission, LeMay était l'homme idéal, particulièrement alors que les réticences à ce genre de stratégie diminuaient à mesure que la Seconde Guerre mondiale progressait. Malgré le président Franklin D. Roosevelt insistant initialement pour que tous les gouvernements s'abstiennent de la barbarie du bombardement des populations civiles, en 1945, cette politique avait clairement changé. L'attitude générale concernant les méthodes de bombardement éthiques a commencé à changer après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, et les États-Unis étaient absolument déterminés à riposter. Peu de temps après l'entrée officielle des États-Unis dans la guerre, les stratèges militaires ont commencé à dresser une liste de cibles à anéantir, des bases d'avions aux usines de roulement à billes, tout ce qui pourrait entraver l'effort de guerre japonais. Et avec Bombs Away LeMay en charge de la stratégie, quand il est venu le temps de frapper le Japon en retour, il y aurait un autre changement. Non pas dans l'éthique de la guerre aérienne, mais dans l'efficacité des tactiques de bombardement aérien, quelle que soit la cible visée. LeMay a étudié les défis du bombardement en haute altitude, tels que le ciblage imprécis et les conditions imprévisibles du jet stream et de la météo, commençant à faire des ajustements pratiques et stratégiques. Selon la nouvelle stratégie de LeMay, les bombardiers approcheraient plus bas, à l'obscurité, en file indienne. Ces nouvelles tactiques remplaceraient les grandes formations multicouches des États-Unis, avaient utilisées pour les bombardements en plein jour en Europe. Une autre idée de LeMay, celle-ci destinée à maximiser la charge utile disponible des B-29 effectuant le vol de 7 heures vers Tokyo pour la campagne de bombardement incendiaire infernale baptisée Opération Meeting House, était de débarrasser les avions de tout équipement non essentiel. Certains n'emportaient même pas d'armes défensives ou les artilleurs qui les auraient normalement opérés. Et pour être encore plus sûr que le raid causerait une dévastation maximale, les ingénieurs de l'armée ont préparé des cartes des secteurs les plus inflammables de Tokyo, sachant que les bâtiments en bois de faible hauteur, qui composaient la majeure partie de la ville, brûleraient incroyablement chaud. Les premiers bombardiers à atteindre la cible ont largué des charges plus petites avant de faire demi-tour, commençant 5 séries de feux de marquage pour que le reste des bombardiers les utilisent comme cible visuelle. Dans certaines zones de la ville, les feux incontrôlables ont atteint des températures de près de 1800 degrés Fahrenheit, soit 1000 degrés Celsius. C'est la même température que la flamme d'un chalumeau de soudage oxyacéthylénique typique. L'aluminium fond à environ 1220 degrés Fahrenheit, soit 660 degrés Celsius, et l'eau bout à seulement 212 degrés Fahrenheit, soit 100 degrés Celsius. La chaleur était apparemment si intense que des canaux entiers bouillaient, des structures métalliques fondaient, et pas seulement des bâtiments, mais des personnes éclataient spontanément en flammes. Des membres d'équipage sur certains des B-29 de retour, alors qu'ils se dirigeaient vers leurs bases respectives à Saipan, Tinian et Guam, ont signalé avoir vu une lueur rouge de la ville en flammes à 150 miles ou 250 km de distance, alors qu'un inferno ouvert de flammes et de fumée s'élevait à près de 397,5 mètres ou 5500 mètres dans le ciel. Les témoins qui ont vécu l'événement depuis le sol ont rapporté des horreurs inimaginables. Les routes se sont transformées en rivières de feu avec tout en flammes.
Les maisons, avec tout leur contenu, ont disparu derrière des murs de flammes gigantesques. Les animaux couraient en feu. Même les bébés étaient brûlés vifs, toujours attachés au dos de leurs parents en fuite. Si nous avions perdu la guerre, le général Lemay aurait dit « Nous aurions tous été poursuivis en tant que criminels de guerre ». Il a été salué comme un héros, récompensé par de multiples médailles et ensuite chargé de diriger le commandement aérien stratégique des États-Unis, la division de l'armée de l'air qui organise, forme et équipe les escadrons de bombardiers stratégiques des États-Unis et ultérieurement ses forces de missiles balistiques intercontinentaux. Mais le bombardement de mars n'était pas la fin pour Tokyo. La capitale japonaise a de nouveau été bombardée par des bombes incendiaires les 14 et 18 avril, puis 24 et 26 mai, puis les 24 et 26 mai étendant la zone incendiée à 1,5 fois la taille de Manhattan. Donc, bien que ce soit la raison principale pour laquelle Tokyo n'a pas été choisie comme cible pour la bombe atomique, cela n'explique pas pourquoi Nagasaki et Hiroshima ont finalement été choisis. Cela n'explique pas non plus pourquoi d'autres villes notables comme Kyoto ont été ignorées. Des réponses que nous révélerons dans un instant, mais en tout cas, selon les notes officielles de la première réunion du comité des cibles, le groupe de scientifiques civils et d'officiels militaires chargés de sélectionner les cibles prévues, Tokyo était maintenant pratiquement toute bombardée et brûlée, et est pratiquement en ruine avec seulement les terrains du palais restant debout. La procédure de l'United States Air Force était de bombarder intensivement Tokyo. Les notes de la réunion, un document auparavant top secret daté du 27 avril 1945 ont souligné de manière cryptique. C'est pourquoi elle n'a pas été choisie pour la bombe. Il en restait à peine assez pour bombarder. Étant donné que la 20e force aérienne détruisait systématiquement autant de villes japonaises qu'elle le pouvait et avait l'intention de larguer 100 000 tonnes supplémentaires de bombes d'ici la fin de 1945, le comité cible, selon les notes de cette première réunion, était véritablement préoccupé par le fait qu'il ne resterait plus de cibles viables pour une démonstration appropriée de la puissance impressionnante de leur nouvelle bombe. Au total, les États-Unis ont bombardé 69 villes japonaises. Pendant ce temps, un certain nombre d'autres grandes villes, dont Osaka et Nagoya, ont été fortement détruites, tandis que de nombreuses petites villes comme Fukuyama, Takashima et surtout Toyama, dont 99% ont été réduites en cendres, ont été pratiquement effacées de la carte par les charges tombées de centaines de B-29. Le comité cible a finalement dû demander poliment à la 20e force aérienne de se calmer, afin qu'il reste quelque chose pour eux. En fait, selon leurs notes, une des principales raisons pour lesquelles le comité a donné la priorité à Hiroshima était parce que c'était la plus grande cible intacte. La taille de Hiroshima, ainsi que le potentiel de destruction concentré en raison de sa frontière montagneuse ont également été pris en compte. Mais ce n'étaient pas les seuls facteurs qui ont conduit à la sélection de Hiroshima et Nagasaki comme cibles parmi tant d'autres villes. Prenez la ville de Kyoto, par exemple. Cette zone industrielle urbaine, qui comptait environ 1 million d'habitants à l'époque, a été sérieusement envisagée comme une cible potentielle et était en fait en tête de la liste du comité des cibles après leur nouvelle réunion les 10 et 11 mai. En raison de l'industrie qu'elle soutenait et de la composition générale de sa population, le comité des cibles pensait que Kyoto regroupait des intellectuels japonais, ce qui les a amenés à penser que les citoyens de Kyoto seraient généralement plus intelligents et seraient donc en mesure de comprendre plus fermement la signification de la puissance atomique. Kyoto était également devenue une destination de relocalisation pour de nombreuses personnes et industries déplacées par la destruction qui avait eu lieu dans d'autres villes. Et tout cela, ils le considéraient comme un avantage évident en termes d'impact psychologique. Dès le début, le comité de ciblage était unanime pour considérer que les facteurs psychologiques étaient très importants à prendre en compte lors du processus de sélection des cibles. Les deux principaux aspects de cet élément du processus étaient 1. Comment obtenir le choc psychologique subséquent sur le Japon et 2. Comment rendre l'utilisation initiale de la bombe atomique suffisamment spectaculaire. Pour atteindre ces objectifs, le comité de ciblage a mis l'accent sur ce qu'ils avaient commencé à appeler le gadget étant correctement démontré lors de sa première mise en œuvre. Essentiellement, ils avaient besoin que la première utilisation de la bombe atomique, 1. Fonctionne comme prévu, et 2. Inspire la peur dans le cœur des Japonais. En plus de son importance culturelle et psychologique, Kyoto a également été fortement considéré comme une cible car c'était un important nœud ferroviaire entre Osaka et Tokyo et contenait plusieurs grandes usines qui produisaient, entre autres, des munitions militaires et des pièces d'avion. Elle contenait également de nombreuses usines en temps de paix qui avaient été converties pour soutenir la guerre et une nouvelle usine de moteurs d'avion, la deuxième plus grande usine de ce type au Japon, qui pouvait produire près de 400 moteurs par mois.
En fait, la considération du comité cible pour Tokyo était suffisamment sérieuse pour qu'il crée une carte cible montrant la ville avec un cercle de 2,4 km 1,5 miles dessiné autour d'un point de visée central qui semblait être le dépôt de locomotives des gares, essentiellement le centre de service et de maintenance pour les locomotives de la région. À ce stade, les choses ne s'annonçaient pas bien pour Kyoto. Après la deuxième réunion du comité cible, leur liste avait Kyoto en numéro 1, Hiroshima en numéro 2, Yokohama en numéro 3 et Kokura en numéro 4. Puis, le 15 mai, moins d'une semaine après la dernière réunion du comité cible, une demande officielle a été adressée à l'armée de l'air, demandant que Hiroshima, Kyoto et Niigata soient tous placés sur une liste de zones réservées qui ne seraient pas gentiment napalmées jusqu'à l'oubli, tout cela afin qu'elles puissent être préservées comme cibles pour les bombes atomiques. Eh bien, si Kyoto était une cible de choix, vous vous demandez peut-être, pourquoi n'a-t-elle pas été finalement sélectionnée? Malgré le fait qu'elle soit une cible très pratique, Kyoto restera largement intacte, à l'abri à la fois de tout bombardement incendiaire sérieux et de l'option atomique, mais pas pour la raison que vous pourriez penser. Non pas à cause d'un quelconque désavantage logistique ou stratégique, mais à l'instigation du secrétaire à la guerre des États-Unis, le général Henry L. Stimson, qui appréciait profondément l'héritage historique et culturel de Kyoto. Réputé pour ses temples, ses sanctuaires et son architecture traditionnelle, Stimson le considérait comme un trésor culturel, et en tant que pivot apparent en ce qui concerne ces questions, personne ne pourrait contester Stimson sauf peut-être le président. Et Stimson a fait valoir ce point lors d'une réunion le 30 mai avec le général Leslie Groves, le chef du projet Manhattan. Ils s'étaient rencontrés pour discuter des options de cible finale, et Stimson a dit clairement à Groves qu'il ne voulait pas que Kyoto soit transformé en un tas de décombres radioactifs. Il s'est avéré que Stimson avait été gouverneur général des Philippines à la fin des années 1920 et avait visité Kyoto et l'avait adoré. On murmurait aussi qu'il y était retourné pour sa lune de miel. Stimson était également parfaitement au courant de ce qui se passait partout au Japon et était généralement sceptique quant aux tactiques de bombardement indiscriminées utilisées si librement par l'armée de l'air. Alors, une semaine après avoir rencontré Groves pour assurer une fois pour toutes la sécurité de son bien-aimé Kyoto, Stimson a fait part de ses préoccupations au président Truman. Le message de Stimson au président contenait deux arguments majeurs pour sauver Kyoto et potentiellement revoir leur stratégie de bombardement. Premièrement, il craignait que les États-Unis ne développent une réputation d'être à égalité avec Hitler en ce qui concerne les atrocités de guerre. Et deuxièmement, il craignait qu'avant que l'option nucléaire ne soit prête à être utilisée, l'armée de l'air aurait mené une campagne de bombardement si dévastatrice que la puissance destructrice de leur nouvelle arme ne serait pas si importante. Apparemment, le président Truman a ri, mais a dit qu'il comprenait. Avec ses sentiments personnels, éthiques et professionnels sur la situation désormais claire pour Groves et le président Truman, Stimson avait encore une carte à jouer et a exprimé une autre préoccupation, plus politiquement orientée. Stimson craignait que si les États-Unis détruisaient inutilement ce trésor historique et culturel, la possibilité d'une future relation diplomatique avec le Japon pendant la longue période d'après-guerre à venir serait perdue. Il serait dans leur propre intérêt, Stimson le soulignerait au président Truman, d'avoir le Japon de leur côté, juste au cas où ils entreraient en conflit avec la Russie, sur qui devrait maintenir le contrôle de la Mandchourie, une région montagneuse de valeur stratégique significative qui relie la Chine et la Russie. Au final, que la décision d'épargner Kyoto ait été principalement politique, personnelle ou autre, cela a été considéré par la plupart comme une bonne chose. Après la Seconde Guerre mondiale, Kyoto a conservé une grande partie de son patrimoine culturel, y compris ses temples emblématiques et ses structures historiques, qui se trouvent parmi de nombreux autres repères culturels et historiques, alors que tant d'autres villes au Japon ont dû être reconstruites à partir des cendres. Toutefois, le dernier coup du comité ne visait pas seulement Kyoto, Hiroshima et Nagasaki. Après la première réunion du comité, la liste comprenait également la baie de Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kure, Yawata, Kokura, Shimosenka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka et Sasebo. Ils ont aussi relevé que toutes les cibles détruites de cette liste, qui étaient nombreuses, devraient être retirées. Dans son journal personnel, le président Truman se rassure en disant qu'il a dit au général Stimson de ne cibler que des objectifs militaires, pas des femmes et des enfants, et qu'un avertissement serait émis avant de larguer la bombe atomique. Ces événements ne se sont pas produits malgré les opinions ignorantes et haineuses de Truman envers les Japonais.
Il a conclu en tant que plus long dirigeant du monde libre qu'il ne pouvait pas utiliser cette terrible nouvelle bombe sur l'ancienne capitale du Japon, Kyoto, ou sa nouvelle, Tokyo. Il semble qu'il a été unanimement décidé dès le début que Hiroshima serait la première cible. Avec une population d'environ 318 000, Hiroshima avait un centre urbain dense qui abritait un certain nombre d'usines militaires. C'était aussi un grand carrefour utilisé fréquemment par l'armée japonaise. Une bombe larguée près du centre-ville, conclut le comité cible, détruirait la majorité des capacités industrielles d'Hiroshima, démontrerait le véritable potentiel de la bombe et espérait effrayer la population japonaise à se soumettre. Après avoir soigneusement analysé les conditions météorologiques et les cartes de la région, Hiroshima a été officiellement sélectionné comme cible principale. Dans les réunions suivantes, Kokura, un point clé pour la production de matériel militaire, fusils, artillerie et munitions, a été choisi comme cible pour la deuxième bombe. Toutefois, à cause d'une visibilité réduite par des nuages épais le matin du 9 août, un changement de dernière minute a été réalisé, dirigeant le bombardier vers sa cible secondaire, Nagasaki. Malgré l'appréhension exprimée par Truman et Stimson à propos du bombardement de civils, les notes du comité cible indiquaient clairement que l'on devrait considérer de grandes zones urbaines d'au moins 3 miles de diamètre existant dans les zones les plus peuplées. La décision finale, mais également contradictoire du comité, était que seuls de petits objectifs militaires devraient être ciblés, mais ils devraient être situés dans une zone beaucoup plus grande. Juste au cas où les bombardiers manqueraient leur cible, ils ne voulaient pas que l'une ou l'autre bombe soit gaspillée. Ils ont aussi discuté, lors des réunions, des plans si le gadget ne se libérait pas ou si l'avion était trop abîmé pour le largage. Si possible, ils ont décidé, le pilote retournerait à la base pour atterrir avec soin. Mais si un atterrissage sûr ne semblait pas possible, le pilote devrait probablement larguer la bombe à basse altitude dans les eaux peu profondes à proximité. Eh bien, c'était le cas pour Fat Man, de toute façon, la bombe qui serait finalement larguée sur Nagasaki. En ce qui concerne Little Boy, la moins puissante des deux bombes, le scénario de retour à la base était considérablement plus compliqué, étant donné qu'une fuite d'eau dans le boîtier de la bombe entraînerait probablement une réaction nucléaire. Il devrait effectuer des tests, ont noté les membres du comité, sur les bombes actives et inactives. Cependant, alors que toutes ces petites décisions étaient prises, le président Truman et ses conseillers travaillaient également sur une décision beaucoup plus importante. Et c'était, si l'option atomique devenait disponible, allait-il vraiment l'utiliser? Comme le voyait la direction à Washington, l'option nucléaire n'était pas la seule option. S'ils allaient effectivement forcer la fin de cette guerre, ils avaient 4 façons de le faire. Option 1. Ils pourraient continuer leur campagne de bombardements incendiaires barbares jusqu'à ce qu'il ne reste plus de villes à brûler au Japon. Mais ils étaient déjà dans cette situation depuis des mois, et l'empereur n'avait toujours pas bougé. Donc, l'idée de continuer comme d'habitude et d'espérer un résultat différent ne semblait pas raisonnable. De toute évidence, on ne peut pas incendier une ville qui a déjà été largement réduite en cendres. L'opération de l'invasion du Japon n'était pas en haut de la liste de quiconque, mais commençait à sembler quelque peu inévitable, à moins qu'il n'y ait un changement significatif dans la mentalité des dirigeants japonais. Les batailles pour les îles du Pacifique sous contrôle japonais, notamment Iwo Jima et Okinawa, furent révélatrices. Les forces ennemies avaient constamment choisi de se battre jusqu'au dernier homme, plutôt que de se rendre. Un scénario que Truman craignait grandement serait répété d'un bout à l'autre du continent japonais. Des documents découverts au Japon après la guerre ont révélé un plan de résistance effrayant où chaque homme, femme et enfant, soldats et civils, s'unirait et se battrait jusqu'au bout contre les forces alliées envahissantes. Avant tout, le président Truman voulait sauver autant de vies américaines que possible. Mais c'était son empathie pour les femmes et les enfants du Japon, ironiquement, qui a fortement influencé sa décision d'utiliser la bombe atomique au lieu de lancer une invasion à grande échelle. Finalement, l'achèvement de la bombe atomique ajouterait 2 autres options sur la table des Alliés. Il pourrait continuer le bombardement incendiaire, il pourrait envahir le Japon, ou, comme une 3e option, Washington envisageait maintenant la possibilité d'une démonstration, comme une alternative à l'utilisation immédiate de la bombe contre le Japon, pour simplement montrer le potentiel de puissance de la bombe atomique. Les scientifiques et les responsables militaires travaillant sur le projet Manhattan, qui avaient conçu le test Trinity, pourraient hypothétiquement développer un autre test conçu pour montrer les capacités de la bombe et espérer pousser la direction japonaise à se rendre. Mais cette idée a rencontré de multiples défis. Pour commencer, il y avait une incertitude sur qui serait choisi pour assister à la détonation et si cela serait effectivement persuasif.
Il y avait aussi des inquiétudes que la démonstration se retourne contre eux et que la bombe ne détonne pas du tout, entraînant un fiasco embarrassant qui ne ferait qu'encourager le Japon à intensifier leur résistance. Et étant donné qu'un seul dispositif nucléaire avait été détoné avec succès à ce stade, la peur de l'échec était très réelle. Le processus de décision a également pris en compte la quantité limitée et le rythme de production lent des bombes atomiques. À l'époque, seules 2 bombes avaient été produites, ce qui signifie que si l'une d'elles ne détonnait pas, il n'en resterait qu'une pour, espérons-le, forcer la capitulation du Japon. La majorité des conseillers militaires de Truman s'opposaient à l'idée d'une démonstration, estimant qu'elle pourrait ne pas être assez convaincante pour forcer une capitulation totale. Ils ont dit qu'une simple démonstration technique ne suffirait pas. Seul l'usage militaire direct des bombes permettrait d'accomplir la tâche. Quand nous le regardons de cette façon, en pesant soigneusement chaque option, il peut sembler que le processus de prise de décision de Truman a été long et ardu. Peu de preuves solides, à part les pensées contradictoires de son journal, ont été trouvées pour appuyer ceci. De nombreux historiens, en fait, ont écarté l'idée que Truman, ou Roosevelt d'ailleurs, ait jamais sérieusement remis en question l'utilisation de la bombe atomique pour mettre fin à la guerre. Les discussions animées à Washington se concentraient sur l'utilisation des bombes, son lieu et son moment, plutôt que sur leur utilisation même. Les notes issues des réunions du comité des cibles montrent également que leur temps était principalement consacré à répondre aux questions concernant l'utilisation optimale de la bombe, comme si la décision de l'utiliser avait déjà été prise. Finalement, comme nous le savons, ils ont choisi l'option 4. Et les 6 et 9 août 1945, une paire de bombes atomiques ont été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, tuant entre 110 et 337,8 km personnes. N'avait jamais vu une telle échelle de dévastation auparavant, du moins pas d'un seul appareil. Et le monde a été choqué collectivement. La bombe atomique larguée sur Hiroshima, surnommée Little Boy, qui descendait en parachute et explosait à environ 397,5 mètres, soit 610 mètres au-dessus de la ville, contenait environ 63,5 kg, soit 64 kg d'uranium surchargé. Elle a explosé avec une force équivalente à 15 000 tonnes de trinitrotoluène, soit 15 kilotonnes, et a dévasté tout ce qui se trouvait dans un rayon de 5 miles carrés, soit 8 km carrés. Environ 70 000 à 135 000 personnes ont été tuées dans l'explosion, beaucoup instantanément, tandis que des dizaines de milliers d'autres sont mortes plus tard de leurs blessures ou de l'exposition aux radiations. La deuxième bombe surnommée Fat Man, qui a explosé au-dessus de Nagasaki, a été conçue pour produire une explosion de 22 kilotonnes, mais la dévastation globale de Fat Man serait en réalité moins importante que celle observée à Hiroshima, en raison de la topographie montagneuse de Nagasaki, qui l'a protégée à un certain degré en réduisant l'effet global de la bombe. Néanmoins, entre 60 000 et 80 000 personnes ont été tuées. Mais ces événements horrifiques ont été décrits, débattus et commémorés depuis qu'ils se sont produits. Techniquement, le napalmage de Tokyo était une attaque plus meurtrière, alors pourquoi l'opération Meeting House et les autres campagnes de bombardement incendiaires qui ont dévasté le Japon pendant des mois jusqu'en août 1945 ne sont-ils pas restés si profondément dans la mémoire collective mondiale? La réponse la plus simple est que le bombardement incendiaire n'est tout simplement pas aussi renversant. Une campagne constante qui augmente lentement le nombre de morts avec le temps est éclipsée par la puissance cataclysmique d'une seule bombe. Contrairement à Hiroshima ou Nagasaki, il n'y a pas de musée financé par l'État dans la capitale du Japon pour commémorer officiellement l'incendie de Tokyo. Depuis qu'il a eu lieu, le bombardement de Dresde a également conservé une place plus importante dans notre histoire et a fait l'objet d'un débat public considérable, principalement sur la moralité et la guerre. Même ainsi, la mention de Tokyo, Dresde ou Guernica en Espagne ne rappelle pas immédiatement les dévastations qu'ils ont subies. Leur mention ne nous fait pas frissonner de la même manière que les noms d'Hiroshima et Nagasaki depuis plus de 3/4 de siècle. Et le nom de Malte? Ce pays insulaire, situé à peu près au centre de la mer Méditerranée, à environ 80 km au sud de l'Italie, en raison de sa proximité avec l'Afrique du Nord, était d'une grande importance stratégique pour l'Axe et les Alliés au début de la Seconde Guerre mondiale. De 1940 à 1942, les Marines et les forces aériennes allemandes et italiennes ont combattu la Royal Navy britannique, la Royal Air Force et le peuple maltais pour le contrôle de l'île. Pendant cette période, la capitale densément peuplée de La Valette et son port adjacent, mesurant un peu plus d'1 mile carré, soit un peu moins de 2 km carrés au total, ont été soumis à la campagne de bombardement la plus soutenue et concentrée de l'histoire.
Lorsque leurs tentatives de bombarder et d'affamer l'opposition pour la forcer à se rendre n'ont pas fonctionné, les forces italiennes et allemandes combinées se sont contentées de décimer l'infrastructure de l'île si complètement qu'elle n'aurait plus aucune utilité militaire. Finalement, les Alliés et le peuple maltais ont remporté la victoire, mais cela a eu un coût élevé. Au cours de ce conflit de 2 ans et demi, les Alliés ont perdu 716 avions, un cuirassé 2 porte-avions, 4 croiseurs, 19 destroyers, 38 sous-marins et environ 2300 aviateurs ont été tués ou blessés, tandis que 1300 civils maltais ont été tués, des milliers d'autres ont été blessés et 30 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. Les Alliés ont perdu 716 avions, un cuirassé 2 porte-avions, 4 croiseurs, 19 destroyers, 38 sous-marins et environ 2300 aviateurs ont été tués ou blessés, tandis que 1300 civils maltais ont été tués, des milliers d'autres ont été blessés et 30 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits. Ce qui s'est passé à Malte, au Japon, à Dresde, à Guernica et dans de nombreux autres endroits nous a montré que les bombardements aériens à grande échelle ne finiront pas par démoraliser un ennemi au point de le faire capituler. L'avis de nombreux experts semble avoir évolué. Si vous bombardez sans relâche un peuple et ses villes, ils ne vont pas simplement abandonner et devenir dociles. En fait, face à ce genre d'attaque indéfendable, ils ont tendance à devenir plus rigides et déterminés dans leur opposition. Qu'en pensez-vous? Le bombardement aérien est-il efficace dans la guerre moderne? Pourquoi l'attaque incendiaire de Tokyo n'a-t-elle pas une place prépondérante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a intéressé, consultez notre vidéo sur le plan de survie du jour du jugement dernier révélé par le gouvernement américain, ou la simulation d'une guerre nucléaire entre la Russie et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Merci d'avoir regardé.